Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte, enfin un concept qui aborde la création de richesse, mais sous un angle, disons, radicalement différent. Complètement différent, oui. Bonjour, je suis vraiment ravie d'être là pour en parler. Ouais, moi aussi. Parce que là, on met direct de côté tout ce qui est promesse de formule magique, tu sais, les fameux secrets mystiques pour s'enrichir en dormant ou... Les trucs du genre devenir rentier en 3 clics sur Internet. Voilà, exactement ça. On oublie. L'immersion d'aujourd'hui, elle se concentre sur les concepts de base d'un livre super intéressant qui s'appelle Le Guide de l'apprenti millionnaire de Christopher Sogdiatarov. Et je préfère poser le cadre tout de suite, c'est vraiment un manuel de survie, un manuel de développement financier. C'est le mot juste, oui. Un manuel de survie. La mission pour nous aujourd'hui, c'est d'extraire vraiment l'essentiel de cette réflexion. C'est pour quiconque souhaite reprendre le contrôle de ses finances et de son temps, en fait. Surtout si on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche ou qu'on n'a pas un talent mondialement reconnu. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. La problématique centrale qui est posée dans cet ouvrage, elle est simple, mais elle est redoutable. C'est pourquoi certaines personnes s'enrichissent de manière pérenne, alors que d'autres, qui travaillent pourtant tout autant, voire même beaucoup plus, stagnent indéfiniment. Oui, c'est la grande question. C'est ça. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est décoder cette psychologie de la richesse. On va analyser un peu les barrières mentales qui freinent l'épanouissement et surtout, on va disséquer les stratégies pratiques pour transformer un quotidien. Parce que notre esprit, il peut être notre pire ennemi, non? Absolument. Ou notre meilleur allié financier. Tout dépend de la façon dont on le programme. Bon, écoute, décortiquons un peu tout ça. Le point de départ idéal, je pense que c'est l'histoire même de l'auteur. Parce qu'il ne s'agit pas du tout du récit d'un héritier né sur un trône. Ah non, pas du tout. On parle d'un gars qui a connu, attends, 5 faillites retentissantes. 5. C'est énorme. C'est fou. Des projets qui s'écroulent comme des châteaux de cartes, des retours forcés chez ses parents à répétition, des mois à déprimer. Et en fait, la bascule, elle s'opère un jour, tout simplement à la table de la cuisine familiale. Avec une question très simple. Ouais, une question brutale. Où veux-tu être dans 10 ans? Et c'est là qu'il prend conscience que le problème, c'était pas la malchance ou l'économie, c'était son propre état d'esprit. Son ego, en fait. C'est super intéressant parce que le livre propose une classification assez amusante des personnes riches, pour bien situer les choses. Ah oui, les catégories. Voilà, on a les héritiers, les gagnants du loto, les talents exceptionnels à la Tiger Woods, les grands patrons bâtisseurs d'empires technologiques comme Zuckerberg, ou même les stars éphémères de la télé-réalité. Ouais, cela bon. Mais le point crucial, c'est que pour l'immense majorité de la population, qui logiquement ne rentre dans aucune de ces catégories très fermées, la richesse n'est pas un don tombé du ciel, c'est une compétence. Une compétence qui s'apprend. Exactement. Elle s'apprend, elle s'entraîne, elle se perfectionne. Mais avant même de commencer cet apprentissage, il faut en fait détruire ce qui l'empêche. Et là, on arrive au fameux concept de l'indice de victimisation. C'est ça. C'est un mécanisme psychologique avec 3 symptômes très clairs qui maintiennent les gens dans la précarité. Le tout premier, c'est le blâme. C'est-à-dire, C'est cette tendance presque viscérale à pointer du doigt des éléments extérieurs. L'économie globale, le gouvernement, le patron, le milieu d'origine, l'inflation. Tout en fait. Tout sauf ses propres décisions. alors attends, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. C'est pas un peu dur et, disons, réducteur de dire que tout est de notre faute? Enfin, il y a quand même de vrais obstacles systémiques, des crises économiques, des inégalités de départ qui pèsent super lourd. C'est une excellente remarque. Et bien sûr que les obstacles systémiques et les crises existent. L'idée ici, c'est pas du tout de nier la réalité du monde ou de dire que tout le monde part sur la même ligne de départ. Pas du tout. L'idée est purement pragmatique. Pragmatique comment? Ouais. Dans le sens où se concentrer sur le blâme, ça retire toute capacité d'action. Si on décide que sa situation financière est entièrement la faute de la macroéconomie, on n'a plus aucun pouvoir pour la changer. C'est une forme de démission intellectuelle. Ah ouais, je vois, on se coupe l'herbe sous le pied tout seul. Voilà. Et c'est pour ça que le deuxième symptôme de cet indice, c'est la justification. C'est le fait de se convaincre avec des phrases toutes faites, genre l'argent ne fait pas le bonheur » ou alors l'argent n'est pas si important. Oh, la justification. Il y a une analogie trop marrante dans le texte pour illustrer ça. Pour ceux qui disent que l'amour ou la passion sont plus importants que l'argent, l'auteur a une réponse assez cinglante. Il dit, t'as qu'à essayer d'aller à la banque pour payer tes factures ou ton loyer avec de l'amour, et tu verras comment le banquier réagit. C'est clair. Ça marche pas très bien en général. C'est dit avec humour, mais ça souligne vraiment une réalité implacable. L'argent et l'amour, ils ont chacun leur domaine de compétence, on va dire. Absolument.
Comparer les deux, ça n'a aucun sens. Si on pense, même inconsciemment, que l'argent est mauvais ou inutile, c'est la garantie absolue de s'arranger soi-même pour jamais en accumuler. Et ça nous amène au troisième symptôme qui vient boucler la boucle. C'est la plainte constante. Ah, les gens qui se plaignent tout le temps. La plainte, ça agit comme un véritable aimant à problème. Se concentrer verbalement et on va dire énergétiquement sur le négatif, ça ne fait que l'amplifier dans notre perception quotidienne. Ce qui mène à une conclusion assez abrupte mais nécessaire. Laquelle? Une victime vraiment riche, ça n'existe tout simplement pas. On peut choisir de rechercher de la compassion en se plaignant, ou on peut choisir de prendre la responsabilité de sa vie pour s'enrichir. Mais ces deux voies sont parallèles, elles ne se croisent jamais. On peut pas faire les deux en même temps. Impossible. Prendre conscience de cet auto-sabotage, c'est vraiment la première étape, bien avant d'ouvrir un fichier Excel ou de parler d'investissement de dingue. D'accord. Et une fois que on va dire, ce grand ménage mental est fait, on rentre dans le vif du sujet avec des vrais outils, notamment l'auto-évaluation. Et là, on trouve un truc super visuel, la roue du savoir ou la roue de la vie. Oui, un outil très classique mais hyper efficace. C'est ça. On prend 8 domaines de l'existence. Les finances, les loisirs, l'amour, la santé, le cadre de vie, le développement personnel, la famille et la carrière. Et on évalue chacun de ces domaines sur une échelle de 0 à 10. Mais ce qui est très intelligent dans cette approche, c'est pas le diagnostic en soi. Non, c'est la méthode pour s'améliorer. En fait, on cherche surtout pas la perfection tout de suite, hein. C'est fondamental. Le perfectionnisme, ça paralyse. Exactement. Si on évalue, mettons, ses finances ou sa santé à 5 sur 10, le but, c'est pas de se dire comment je fais pour avoir 10 demain maintenant. Parce que ça, c'est écrasant, c'est décourageant. La seule question qui compte, c'est quel petit changement concret me permettrait de passer de 5 à 6? Et prenons un instant pour ancrer ça dans la vraie vie. Concrètement, ça ressemble à quoi ce passage de 5 à 6, disons un mardi soir classique après une grosse journée de travail quand on est complètement vidé? C'est hyper pragmatique. Passer de 5 à 6 en développement personnel à mardi soir, ça veut pas dire s'inscrire à un séminaire hors de prix de 3 jours. Non, bien sûr. Ça veut simplement dire choisir de lire 10 pages d'un livre qui nous forme au lieu de scroller pendant 45 minutes sur les réseaux sociaux. C'est ce micro-choix. D'ailleurs, il y a ce fameux test du potentiel dans l'ouvrage qui applique des déductions de points assez ironiques pour ces comportements passifs. Ah oui, les points en moins. Ouais, on perd littéralement des points de potentiel quand on s'affale sur le canapé pour regarder la télé pendant des heures au lieu de construire quelque chose. Si on relie cette roue de la vie et ces micro-choix à une perspective un peu plus large, on réalise super vite que l'enjeu caché derrière, c'est la gestion de la ressource la plus périssable qu'on ait, le temps. Ah, le temps. L'ultime ressource. C'est là qu'intervient une histoire très connue, celle du vieux professeur de Harvard et de son grand bocal en verre. Il le remplit avec de grosses pierres jusqu'en haut et il demande à ses étudiants si le bocal est plein. Et ils répondent oui. Voilà. Ensuite, il sort du gravier qu'il verse à l'intérieur. Le gravier s'infiltre dans les espaces vides entre les grosses pierres. Il repose la question. Les étudiants, un peu méfiants, disent « bah, peut-être pas ». Et là, il verse de l'eau qui vient remplir les tout derniers interstices. C'est une leçon d'une puissance incroyable, cette histoire. Oui, parce que la vraie morale de l'histoire, c'est pas « on peut toujours en faire plus si on s'organise bien ». C'est pas ça du tout. La morale, c'est que si on ne place pas les grosses pierres en tout premier dans le bocal, il sera physiquement impossible de les faire entrer plus tard. Donc les grosses pierres, ce sont nos priorités. C'est ça, les actions essentielles, les projets qui font vraiment avancer, les actions rentables. Le gravier et l'eau, ça représente les futilités, les fausses urgences des autres, les notifications sur le téléphone, les distractions. Si on laisse notre journée se remplir par le gravier dès le matin, le temps disparaît. Et les projets cruciaux, ils stagnent. Et ce gravier moderne, franchement, c'est un fléau massif. L'addiction aux écrans, c'est dévastateur pour le potentiel financier. Quand on y pense, une personne moyenne passe environ 3 heures et 47 minutes par jour devant la télé ou des vidéos divertissantes. Sur une année entière, c'est monumental. C'est gigantesque. Et sans même parler de la procrastination, ce réflexe de fuir l'inconfort d'une tâche importante pour se réfugier dans une satisfaction immédiate et un peu vide. Et pour contrer cette hémorragie de temps, il y a 2 concepts redoutables qu'il faut maîtriser. Le premier, c'est la fameuse loi de Parkinson.
Tu peux nous la rappeler rapidement? Bien sûr. La loi de Parkinson, c'est cette observation brillante qui dit que le travail s'étale de façon à remplir tout le temps disponible pour son achèvement. C'est tellement vrai. Au quotidien, c'est ouf. Si on a un mois pour rédiger un rapport un peu complexe, on va mentalement transformer cette tâche en une montagne insurmontable et on finira par l'écrire dans la panique totale les 3 derniers jours. Alors que si on n'a que 2 jours pour faire le même rapport, on ira directement à l'essentiel. Et il sera fait. Fixer des délais très courts, ça force l'efficacité. Et le deuxième concept, qui est tout aussi puissant, c'est la loi de Pareto, la fameuse règle des 80-20. Pareto nous enseigne que 80% de nos résultats proviennent de seulement 20% de nos efforts ou de nos actions. Le drame, c'est que la plupart des gens s'épuisent en fait à perfectionner les 80% d'actions qui ne génèrent que très peu de valeur. Donc, l'intelligence financière, ça serait quoi? Ça consisterait à auditer sa journée de manière vraiment impitoyable pour identifier ces 20% d'actions qui produisent la vraie croissance et d'y concentrer toute son énergie. Et pour protéger ce temps-là, le temps alloué à ces 20% cruciaux, il y a une compétence inattendue qui est abordée. C'est l'art de dire non, mais avec classe. Ah oui, très important ça. C'est pas juste une question de politesse, c'est une véritable stratégie financière. Refuser poliment les demandes qui vampirisent notre emploi du temps, les réunions où il n'y a même pas d'ordre du jour, les projets qui servent à rien par rapport à notre vision globale. C'est littéralement protéger son capital. Chaque oui a une futilité, c'est un non qu'on impose à une grosse pierre. Exactement. Et ce contrôle drastique de notre temps, il n'a de sens que s'il est dirigé vers un point précis. Et là, on touche à un autre élément fondamental, la définition de l'objectif. Avoir un objectif vague du style je veux être plus à l'aise financièrement ou je veux gagner un peu plus. Ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est l'équivalent cognitif de ne rien avoir du tout. Le cerveau humain, il peut pas optimiser ses ressources pour un concept aussi flou. Il a besoin d'une cible millimétrée. Il y a une anecdote géniale là-dessus sur le golfeur légendaire Ben Hogan. Ça illustre ça à la perfection. Il est sur un parcours au point de départ, mais le trou est complètement masqué par le relief. D'accord. Son caddie lui indique la direction et lui dit simplement de viser la rangée de palmiers tout au fond. Et là, Hogan, avec un sérieux mais imperturbable, il le regarde et il demande « lequel ?» C'est fou. Il lui fallait un arbre précis. Il voulait pas viser un bosquet en général ou le milieu du terrain. Pour que son esprit et son corps exécutent le mouvement parfait, il lui fallait un tronc spécifique, limite une feuille spécifique. L'esprit humain, c'est comme un missile à tête chercheuse. S'il n'y a pas de coordonnées exactes, il tourne en rond et il gaspille son carburant. C'est une métaphore d'une très grande justesse. Et pour compléter un peu cette mécanique de l'objectif, il y a l'image mentale de la forêt amazonienne. Ah oui, raconte-nous ça. Imaginons qu'on nous propose 1 million d'euros. Cette somme, en liquide, elle se trouve dans un coffre de l'autre côté de la plus grande jungle hostile du monde. Mais la condition est stricte. Il faut traverser cette jungle à pied et on n'a qu'1 an pour le faire. Sinon, on perd tout. Que ferait n'importe qui? Bah, c'est l'enfer. Des serpents, des maladies, la chaleur écrasante. C'est l'enfer, oui. Et pourtant, l'immense majorité des gens trouveraient un moyen de survivre et d'avancer. Pourquoi? Parce que l'objectif est gigantesque. Le délai est absolu et la récompense justifie la souffrance. Sauf que partir seul avec une machette et son seul courage, c'est quasiment suicidaire. Ce qui nous amène à un point crucial, l'accompagnement, l'effet de levier humain. On ne réussit jamais vraiment seul. Tenter de réussir financièrement en étant totalement isolé, c'est choisir le chemin le plus long et le plus sanglant, clairement. Il y a cette célèbre citation d'Isaac Newton. « Si j'ai vu plus loin que les autres, c'est parce que je me suis hissé sur les épaules de géants. » Ça s'applique de manière féroce à l'indépendance financière. Et pour comprendre l'importance d'allier cet objectif précis à une ténacité hors norme, l'histoire de Sylvester Stallone, c'est un cas d'école impressionnant. Ah, j'adore cette histoire. On parle d'un homme qui était littéralement ruiné. Il vivait avec à peine 100 $ en poche, dans des conditions misérables. Mais il avait un objectif clair et net. Écrire et jouer le rôle principal de son propre film. Il écrit le scénario de Rocky, du coup. Voilà, les studios hollywoodiens le lisent, ils adorent l'histoire et lui proposent des sommes astronomiques pour l'époque. Ils montent les enchères jusqu'à 330 000 $. Pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, c'est inespéré. Mais il y a un hic. Le hic, c'est que les studios veulent une star reconnue pour le rôle, pas lui. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que malgré la misère totale, il refuse. Il refuse inlassablement les centaines de milliers de dollars. Parce que son objectif, c'était pas de vendre un bout de papier. Son objectif, c'était d'incarner Rocky.
Une détermination incroyable. Finalement, il arrive à un accord. Il n'obtient qu'une misère, 20 000 $, et le tarif syndical d'acteur. Mais il impose sa vision et il joue le rôle. La suite, on la connaît. Les Oscars, les millions générés, c'est l'illustration ultime de la puissance d'un objectif inébranlable. Et cette résilience face aux épreuves, c'est un peu l'attitude de la deuxième grenouille dans ce vieux conte qu'on raconte souvent. Les 2 grenouilles dans la crème. C'est ça. 2 grenouilles tombent dans un pot de crème bien épaisse, les bords sont lisses, c'est impossible de grimper. La première grenouille analyse la situation, comprend qu'elle ne peut pas prendre appui, elle se résigne et elle se laisse couler. Triste fin. La seconde, elle refuse catégoriquement ce destin, elle se débat, elle s'agite avec l'énergie du désespoir, elle bat la crème avec ses petites pattes pendant des heures, tant et si bien que cette agitation finit par barater la crème et la transformer en une motte de beurre bien solide. Et boum, elle prend appui dessus, elle bondit hors du pot. Exactement. L'énergie et le refus de l'échec finissent par créer le socle de la réussite. Mais l'analyse du livre va plus loin que ça. C'est-à-dire? Le même but prend tout son sens. Ah, je vois où tu veux en venir. Si la grenouille avait eu un mentor qui connaissait déjà le pot de crème, il lui aurait simplement glissé une cuillère ou une brindille pour qu'elle sorte en 5 secondes. S'entourer de gens qui ont déjà traversé la jungle permet d'éviter les sables mouvants. On gagne des années. C'est tellement vrai. Alors, faisons le lien avec tout ce qu'on a vu. On a abordé la psychologie anti-victime, la gestion du temps au scalpel, la puissance des objectifs et la nécessité de s'entourer de mentors. Mais très concrètement, sur le terrain financier, vers quoi mène toute cette préparation? La réponse qui émerge, elle est sans appel. Ça mène à la création de valeur autonome, donc à l'entrepreneuriat. Et il y a un chiffre massif à digérer d'ailleurs. Environ 66% des millionnaires travaillent à leur propre compte. C'est pas un hasard, hein. C'est un truc systémique. Et c'est là qu'on doit passer un peu de temps pour comprendre la mécanique, parce que c'est vraiment la clé de voûte de toute cette philosophie financière. On va décortiquer ça, sans utiliser de jargon de comptable, bien sûr. Vas-y, expliquons ce changement de paradigme. Comment ça fonctionne exactement? La grande muraille qui sépare l'employé de l'entrepreneur, au-delà de l'état d'esprit, c'est la réalité fondamentale du flux de trésorerie face à l'imposition. Regardons le parcours financier classique, le salariat. Ok, prenons un exemple simple. Une personne gagne, disons, 4 000 € bruts. L'État intervient immédiatement à la source. Il prend les cotisations, les impôts. Disons qu'il prélève 1 000 ou 1 500 € de taxes diverses. Il reste donc un salaire net. Et avec ce net, il faut vivre. Voilà. Avec ce reste, la personne doit payer son loyer, sa nourriture, ses transports pour aller travailler. Et s'il lui reste miraculeusement 200 € à la fin du mois, elle essaie d'investir ou d'épargner. C'est le schéma qu'on connaît tous, quoi. On gagne, on est taxé, et on essaie de survivre et d'investir avec les miettes. Exactement. Le chemin pour s'enrichir avec ce qui reste, c'est structurellement ardu et d'une lenteur extrême. Maintenant, inversons le modèle et regardons l'entrepreneur, la structure d'entreprise. Donc la même somme de départ, 4 000 €. L'entreprise génère 4 000 € de revenus. Mais ici, les règles du jeu fiscal sont à l'opposé. Avant que l'État ne prenne le moindre centime d'impôt, l'entrepreneur a le droit de dépenser cet argent pour faire croître son activité. Ah, la fameuse déduction de frais. C'est ça. Il peut acheter un ordinateur ultra performant, financer des déplacements pour rencontrer des clients, payer des formations professionnelles pour monter en compétences. Ces dépenses sont déduites du chiffre d'affaires. Donc si je comprends bien, l'entrepreneur achète des actifs et des outils de croissance avec de l'argent brut non taxé. C'est exactement ça. Si sur les 4 000 € générés, il réinvestit intelligemment 2 000 € en outils et en développement, le bénéfice imposable n'est plus que de 2 000 €. L'État prend sa part uniquement sur ce reste. C'est une bascule monumentale dans la façon de voir les choses. L'entrepreneur s'enrichit en actifs avant l'impôt, tandis que le salarié essaie d'acheter des actifs après l'impôt. Ce n'est pas de l'évasion, ce sont les règles économiques de base. Elles sont conçues pour encourager l'investissement. Comprendre qu'on peut légalement faire croître son patrimoine professionnel avant l'intervention fiscale, c'est ça l'effet de levier dont on parlait. Exactement. Maîtriser cette différence de flux, ça change tout. Je vois. C'est pour ça que la psychologie du tout début, l'indice de victimisation, c'est si important en fait. Tout est lié. Si on est dans le syndrome de la victime, on regarde ce système et on dit « c'est injuste, le système est truqué au profit des patrons ». Alors que si on adopte l'état d'esprit et la responsabilité, on dit « d'accord, voici les règles du jeu actuel, comment je fais pour créer une structure qui me permet de jouer de ce côté de la table ». C'est parfaitement résumé.
C'est vraiment le passage de la passivité à l'action, stratégique. Bon, et c'est ce qui fait la force de cette exploration aujourd'hui. Pour rassembler toutes ces pièces du puzzle, on réalise que cette démarche, c'est pas juste une histoire de comptabilité, c'est un électrochoc. Un vrai réveil. C'est une invitation ferme à cesser d'être le spectateur de sa propre vie. L'idée, c'est de réécrire son scénario quotidien. Et ça demande une discipline implacable sur son emploi du temps, une précision chirurgicale dans la définition de ses objectifs et l'humilité d'apprendre des autres, avec un mastermind. Sans oublier cette fameuse résilience presque animale face à l'échec. C'est une réflexion qui secoue, qui remet les pendules à l'heure. La liberté financière, c'est d'abord un choix d'organisation. Découle de tout ça et que j'aimerais partager. Ah oui, avec plaisir. Si on commence à percevoir chaque euro non plus comme un simple bout de métal ou de papier voué à être échangé contre un confort éphémère, mais comme une véritable graine. Une graine qui peut pousser. Exactement. Une graine capable, avec le temps, le bon terrain et la magie des intérêts composés, de faire pousser un chêne majestueux. Face à cette réalité, on peut se poser la question: quelle immense et magnifique forêt sommes-vous en train d'abattre aveuglément, jour après jour, à travers chaque dépense impulsive et inutile de notre quotidien? Waouh, c'est une image puissante. Elle hante un peu, non? Elle justifie à elle seule de repenser totalement son rapport à la valeur. C'est clair. Ça donne matière à réflexion pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange passionnant. On espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin et de prendre les choses en main. Merci, c'était un plaisir. À très vite pour une prochaine immersion.